Bonjour YouTube, et dans cette première vidéo on va faire du code. Ouais, on va parler de projet, on va parler de code, on va parler de Streamglass. En gros, pour ceux qui ne sont pas au courant sur YouTube, et je vais en profiter aussi pour ceux qui débarquent sur Twitch, qui ne sont pas au courant, qui découvrent, je développe depuis quelques temps un logiciel qui s'appelle Streamglass. En gros, le souci que j'ai, c'est que ça fait quelques temps qu'on entend parler que Streamlabs est sur la sellette. Et pendant un temps j'utilisais les alertes et compagnie de Streamlabs, depuis j'ai basculé sur StreamElements quand même. Mais je me dis en fait qu'est-ce qui se passe si StreamElements et Streamlabs coulent en fait, que leur serveur tombe, qu'on ne peut plus utiliser leur service. Mais en fait on perd nos overlays, on perd le chat dans les overlays, on perd les alertes, on perd tout. Et je me suis dit bah moi ça me ferait quand même bien chier, surtout que pareil les bots dans les chats etc, tout ça on perd et j'aimerais bien ne pas les perdre. Donc du coup j'ai décidé de créer une solution locale, donc un truc qui tourne uniquement sur votre machine, il n'y a pas de serveur derrière, c'est tout tourne sur votre machine. Enfin il y a les serveurs de Twitch pour le coup qui tournent derrière, mais c'est sur votre machine, donc ce qui fait que bah en fait il n'y a pas de souci, vous dépendez pas d'un service externe à part de la plateforme de stream, mais du coup si la plateforme de stream est en rade vous pouvez de toute façon pas streamer, comme ça c'est réglé. Mais j'ai commencé à développer ce truc là, donc là on a pas mal de trucs qui sont déjà en place dedans. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je m'étais dit, on avait déjà fait un petit passage à un moment dessus de dev, où on avait codé des trucs dessus, en live, parce que bah voilà, il y avait des trucs à voir, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un objectif de Streamglass qui va arriver, que j'ai commencé un petit peu à bidouiller, qui s'appelle du coup Stream Chemistry. Parce que en fait, Streamglass, il n'y aura pas que Streamglass. J'aimerais dans l'objectif avoir plusieurs logiciels, une suite en fait de logiciels disponibles pour les streamers. Alors je précise bien évidemment, si vous regardez ça et que vous voulez en savoir un peu plus, que vous êtes des jeunes streamers et que vous êtes intéressés pour démarrer. En fait, ce sont des logiciels qui seront entièrement gratuits. Donc il n'y aura rien à payer, ce seront des logiciels totalement gratuits qui seront open source. Donc ça veut dire que si jamais des gens veulent ajouter des fonctionnalités, ils ont accès au code source, ils peuvent rajouter des fonctionnalités, ils ont une liberté d'accès au truc. Il y aura une notion de plugin, on pourra faire vraiment beaucoup de trucs, un peu comme un OBS en fait. Un peu comme aujourd'hui beaucoup de gens utilisent OBS ou Streamlabs OBS, mais je vous conseille plutôt d'utiliser OBS qui est beaucoup plus léger que Streamlabs OBS. Et sachant que les alertes et compagnie de Streamlabs OBS fonctionnent sur OBS, voilà, sachez-le. C'est très facile de basculer de l'un à l'autre, mais voilà, pour ceux qui, il y en a beaucoup qui utilisent par exemple OBS, et donc moi je vous propose en fait un logiciel du même genre, sauf que là bah, c'est pour avoir le chat, c'est pour avoir le bot dans le chat, c'est pour avoir tout ça, et toujours en local sur votre machine. Donc c'est un truc que je trouve ultra intéressant, l'idée est vraiment cool, mais du coup il va y avoir plusieurs logiciels, sauf que j'aimerais quand même avoir une possibilité on va dire de customisation très forte sur ces logiciels, c'est à dire que je veux que un utilisateur puisse faire un petit peu ce qu'il veut avec le logiciel. Genre là je peux vous montrer dans l'exemple, hop, on va remonter parce que là ouais, voilà. Donc ça voilà c'est Streamglass à l'heure actuelle, comme ça vous voyez à quoi il ressemble. Donc ça c'est son état actuel. Voilà. Je précise, ça veut dire que potentiellement il va encore évoluer, il va évoluer, il va devenir mieux avec le temps. Hop. Ah bah super, l'autre il fait... qui balance un petit message. On voit pas tout très bien, ça me fait un petit peu... J'ai pas appuyé sur le bon bouton. Merde, j'ai pas appuyé sur le bon bouton. On va essayer de l'agrandir plus comme ça. Hop. Voilà, histoire qu'on le voit bien. Voilà. Donc du coup vous avez le chat, vous pouvez remonter dans le chat, vous avez accès à tout votre historique, etc. Donc ça c'est tout le chat du live d'aujourd'hui. Vous avez des profils, donc ça c'est intéressant, ça vous permet d'avoir des profils qui peuvent varier, donc ça c'est testeux, c'est un profil voilà, de merde que j'ai fait. Donc on voit par exemple mes profils de live d'escalade, parce que pour ceux qui ne savent pas, aujourd'hui mes lives escalade sont aussi pilotés par Streamglass. C'est-à-dire que il fut un temps où on avait un bot avec Python qui tournait derrière, qui faisait les messages dans le chat, etc. Maintenant c'est Streamglass entièrement derrière. C'est-à-dire on n'a pas d'autre solution derrière que Streamglass qui tourne de mon côté pour gérer ça. Donc voilà, des paramètres. Putain j'ai cliqué à côté. D'ailleurs ce que je vais peut-être faire, parce que c'est une des petites nouveautés, c'est que maintenant le logiciel est traduit. Voilà. Donc ça c'est un bouton de test, on s'en fout. Mais donc voilà, et en fait dans l'idée c'est que j'aimerais avoir beaucoup de customisation. Donc là par exemple, un truc que je peux faire, je vais vous le montrer. Préparez votre rétine, on va passer en light mode. Voilà, light mode. Oh, ça pique les yeux, on repasse en dark mode. Voilà. Non, il n'y a pas eu de live escalade aujourd'hui. Giga flemme et j'avais envie de bosser sur Streamglass, donc voilà. Mais en gros, le principe c'est que bah, en fait là par exemple les thèmes, bah, en fait on pourra créer ses propres thèmes de couleurs pour Streamglass. Ça marchera, vous pourrez créer vos propres thèmes.
Donc c'est customisable dans ce sens là. Vous pouvez créer les profils que vous voulez, c'est à dire que là par exemple, bah hop, je vais aller dans mon profil, hop, bah je l'ai appelé testeux, je peux lui donner une parenté, je peux donner le titre de mon live, la catégorie, la description, le langage, je peux mettre des commandes, je peux définir ma commande, voilà, donc c'est là la fiche ceci une commande de test, voilà au bout de combien de temps elle est utilisable, voilà au bout de combien de temps combien de messages elle est utilisable, voilà le nombre d'arguments qu'elle prend, parce qu'on peut mettre des arguments. On a l'exemple du SO, je vous le montre là si vous voulez après. Qui peut l'utiliser? Donc si c'est un spectateur, un modérateur de la plateforme, un administrateur de la plateforme, un employé de la plateforme, le streamer ou Streamglass. Les sous-commandes, ça pour l'instant on va pas en parler. Et après, est-ce qu'elle s'active automatiquement? Si oui, au bout de combien de temps et avec un delta de combien de temps? Donc là par exemple c'est toutes les 60 secondes, mais à plus ou moins 30 secondes. Et après on peut avoir les arguments, c'est-à-dire que si c'est une commande qui prend des arguments, vous pouvez lui dire, bah voilà les arguments par défaut qu'elle prend. L'exemple que je peux vous montrer, c'est dans Gaming Stream, le SO. Voilà, on a l'exemple du SO qui, vous voyez, hop, il a des commandes. SO Capterge, c'est l'exemple typique. Hein. Mais voilà, SO, il a une commande où en fait, je lui dis, bah ok, je veux prendre le premier paramètre de la fonction, donc l'argument 1 de la fonction. Je le passe en lowercase, donc par exemple, si jamais j'écris Capterge avec un C majuscule, bah le C majuscule devient C minuscule. En fait, ça devient que des minuscules. Et ensuite, je vais chercher dans Twitch le nom d'usage de Capterge. C'est-à-dire qu'en fait, si jamais j'écris SO Capterge en minuscule, par exemple, ça change rien que si j'écrivais SO Capterge en majuscule. Ça revient exactement au même résultat. Puisque dans tous les cas, il va aller chercher le display name par rapport au Capterge en minuscule. Et après, voilà. Donc après, ça c'est du visuel, faut que j'améliore un petit peu ce visuel-là, etc. Donc après, on retrouve les autres commandes, etc. etc. Mais l'idée donc voilà, c'est que les profils sont customisables. Et en fait un des trucs que j'aimerais faire en termes de customisation, pour que ce soit vraiment la customisation on va dire absolue, c'est le fait d'avoir comment dire des... Ah, attendez, je suis en train de préparer un truc parce que j'aimerais vous montrer quelque chose au passage. Sauf que si je vous montrer quelque chose, il faut que je télécharge un truc, enfin faut que je upload un truc sur le... Voilà, ok, donc là normalement je peux le récupérer. Et en gros, alors attendez, hop. Hop, hop. Je vais juste récupérer une image que j'ai besoin. Voilà, j'ai cette image là. Je vais la download. Mais en gros, le truc c'est que dans la customisation, j'aimerais pouvoir faire de la customisation vraiment absolue. Genre, dans l'idée qu'on puisse aller jusqu'à dire, quand il se passe une alerte, je veux faire un truc spécifique. Enfin, quand il y a un event, je veux un truc spécifique derrière. C'est-à-dire qu'en fait, plutôt que de dire, bah quand je reçois un event de follow, bah je crée une alerte de follow spécifique, enfin unique. Et c'est toujours la même alerte, peu importe ce qui se passe. Bah là, je pourrais dire, et bah je veux que aléatoirement, ce soit un autre message d'alerte qui s'affiche. Ce qui est bien, vu qu'on parle de dev, je vais pouvoir parler Linux dans le chat et j'ai beaucoup de... Ah là là, il en profite. Mais donc du coup, ouais, étant donné qu'il y a... Attendez, hop, hop, on va décaler ça. Hop, hop, ça, je vais décaler ça. Je vais en parler juste après de cette image-là, vous allez comprendre. Mais en gros, le truc, c'est que par rapport à ça, bah, j'aimerais pouvoir avoir une notion de scripting. C'est-à-dire qu'en fait, qu'on puisse dire, ok, j'ai reçu tel événement, j'en extrais les informations que je veux, et je vais générer, avec un script, un message d'alerte précis, et je vais transmettre ce message d'alerte. Voilà, et c'est ce message d'alerte là que je vais afficher. Comme ça, je peux avoir une alerte spécifique dans mon Streamglass, sachant que les alertes seront à peu près situées ici, hein, je pense. Et je pourrais par exemple avoir une alerte spécifique sur le live, ou avoir des actions qui se passent dans mon overlay. Donc je pourrais déclencher des éléments de mon overlay grâce à un script. Un script, ça ressemblerait à ça. Est-ce que je peux le mettre en plein écran? Ouais, voilà. Un script, ça ressemblerait grosso merdo à ça. Alors, c'est chelou. Oui. C'est normal. Alors attendez, je vais juste remettre Streamglass à sa place. Hop, voilà. Comme ça, je me mets bien. Hop. Voilà. Donc, hop, on remet l'image. Donc, ça ressemblerait à ça, en gros, un script. Le principe du script, c'est simple, c'est que vous allez avoir des petits taquets, des petites boîtes, que vous allez relier entre elles. Pour ceux qui ont déjà fait du développement de jeux vidéo avec Unreal ou Unity, bah, ça ressemble énormément à tout ce que propose déjà... Alors, Unreal il le propose avec Blueprint, je crois que Unity ils ont rajouté un équivalent il y a pas longtemps, où en gros c'est juste des petites boîtes que vous reliez entre elles, et ça vous permet de créer du code. C'est les devs de Gnome qui ne sont pas capables de proposer un feeling facile et cohérent, je suis en train d'en chier mais très fort.
pour faire en sorte que le thème que j'ai choisi soit appliqué sur toutes les applications installées sur ma Gentoo. Et bah ça on n'a pas ce problème avec Streamglass. Mais du coup voilà, donc en gros l'idée c'est que là c'est l'exemple vraiment ultra basique que je peux faire aujourd'hui. Enfin je peux le faire. Vous allez voir ça parce qu'on va montrer du code, je vais vous parler avec du code. Pas que nous d'ailleurs, KDE est chiant aussi. Ouais. Donc en gros vous avez un point d'entrée. En gros ça c'est la première chose qui va être rappelée dans votre programme. En gros je vais faire très simple. Tout ce qui est des traits pleins, donc les grandes lignes noires, ce sont en fait des schémas, enfin des lignes d'exécution. C'est-à-dire qu'en fait vous avez, chaque boîte peut émettre plusieurs exécutions différentes. Je vais en parler après, vous allez voir. Mais en gros voilà, entry, bah c'est simple, c'est le point d'entrée, il va tout de suite appeler son exécution, sa ligne d'exécution, sa première ligne d'exécution. J'ai mis un petit trait, mais en gros c'est parce que la ligne d'exécution d'entrée de base, elle est vide. Il n'y a pas de nom. C'est juste, elle appelle ça et ça marche. Donc du coup, lui il va appeler ça. Pouf. Donc ça va appeler la boîte if. If, elle va dire, ok, bah moi j'ai une input. En gros j'ai une entrée qui s'appelle condition, c'est une valeur que j'attends. Je vais regarder, est-ce que cette valeur-là, elle a été calculée? Est-ce que je l'ai déjà, cette valeur-là? Si jamais je l'ai pas, je vais aller regarder sur quoi elle est branchée. Donc on rentre sur quoi elle est branchée. Donc là c'est un égal. Donc c'est une comparaison entre deux éléments. Et on regarde si le value, et en gros à ce moment-là on va dire ok, je veux que tu me calcules ton value pour que je puisse le récupérer et l'avoir. Ok Cloud, de toute façon il y aura la VOD sur YouTube. Donc il veut calculer son value, donc pareil, il regarde est-ce qu'il a A, est-ce qu'il a B, parce que c'est comme ça qu'elle s'appelle, ces deux entrées, les deux entrées qu'il a besoin. Si A est déjà là, bah tant mieux. Si B est déjà là, bah tant mieux. Il fait son calcul, il crée value et il le donne. Et donc du coup, lui, il a sa condition. Là, pour le coup, on imagine que c'est pas le cas. Donc il descend, il regarde lui. Lui, automatiquement, c'est simple. Il transmet la valeur qu'on lui a donnée. C'est une valeur fixe. Donc là, c'est 42. Donc il regarde 42, 69. Est-ce que 42 est égal à 69? La réponse est non. Donc il va renvoyer non. Du coup, lui, comme la condition, elle est non. En fait, c'est elle est non ou oui. C'est oui ou non. Bah, comme la condition elle est non, il va appeler le chemin d'exécution false. Qui lui est tout simplement un retour. Donc c'est la fin de la fonction. C'est là qu'on va donner la valeur, le résultat final. Et ce retour, il a comme valeur world. Une chaîne, il a la phrase, le mot world, monde. Si par contre la condition était vraie, genre par exemple on a mis 42 et 42, bah là la condition est vraie, dans ces cas là c'est true qui est appelé. Et donc là c'est hello qui est mis. Incroyable hein. Et l'idée c'est que en gros vous pourrez très bien faire ça. Alors ça demande forcément des compétences un peu techniques, d'arriver à comprendre, d'avoir un peu la logique de programmation, mais c'est pas du code pur, vous n'avez pas à taper du code, c'est juste des briques que vous imbriquez entre elles, que vous joignez les unes avec les autres, et ça fait du boulot un peu comme si vous faisiez de la redstone hein, tout simplement. Mais faut comprendre que ça c'est des trucs qui sont très avancés pour Streamglass et potentiellement pour d'autres éléments genre Stream Material qui est donc le nom de la suite de logiciels va peut-être pas avoir que Streamglass, va peut-être avoir d'autres outils que je vais voir et que je vais me dire ah putain j'aimerais bien faire un outil comme ça. Genre j'avais pensé à par exemple un outil qui permettrait de gérer les sons, de créer des différentes un peu comme ce que fait le GoXLR, d'avoir différents mixeurs, différentes pistes, donc de pouvoir dire par exemple j'ai une piste jeu, une piste musique, une piste Discord, une piste machin, et de pouvoir le gérer un peu comme ce que beaucoup de logiciels font aujourd'hui. Alors ça c'est extrêmement complexe à faire et pour l'instant je vais rien faire parce que je sais qu'il y a peut-être potentiellement d'autres mondes qui vont faire ça avant, donc je préfère leur laisser la main. Mais peut-être qu'il y aura d'autres logiciels qui interviendront plus tard, d'autres idées qui viendront, peut-être qu'on fera au final quand même ce logiciel parce qu'en termes d'intégration on aura plein d'intégrations qui seront faisables. Peut-être qu'on fera un touch portal version avec un mobile, ce que vous voulez, etc. Donc voilà, l'idée c'est dans tous les cas d'avoir énormément d'applications qui soient gratuites, entièrement, open source, et qui soient utilisables. Et en fait, le truc c'est que ça, on va dire que c'est pas unique à Streamglass. C'est pour tous les trucs de Stream Material. Dès qu'il y aura besoin de faire du scripting, on passera par cet outil-là. Et cet outil-là, il porte un nom. Hop là, c'est F11 qu'il faut que je fasse. C'est Stream Chemistry. Alors attendez, je vous mets en plus gros. Voilà, là on le voit bien. C'est Stream Chemistry. Donc chimie de live. Très simple. Donc un outil de scripting visuel. Voilà. Et en fait, dedans, eh bien, il y a déjà du code. Voilà. Je me rends un petit peu plus gros, comme ça on peut voir un petit peu ce que je fais. Donc il y a déjà du code qui a été fait, parce que j'ai déjà fait une première version. Première version qui aujourd'hui, il y a un test qui existe.
Alors attendez, vous savez ce que je vais faire? Je vais faire, hop. C'est où? Add, new project. Console app. Oui, non. Non, c'est Sharp, Windows. Console. Console app. Voilà. Next. On va l'appeler Stream Chemistry Test. Voilà. Next. Create. Là, c'est juste que je vais créer un projet de test pour que je puisse vous montrer les trucs. Donc là, voilà, on a notre programme. Hein. C'est bizarre comme truc. Mais j'aime bien. Les new console templates. Oh, c'est intéressant ça. Alors attendez, je veux juste aller du coup choper ce qu'il y a là-dedans, ce qu'il y a là et ce qu'il y a du coup ici. Hop. Hop. Ah oui, c'est parce que j'ai oublié d'ajouter un petit détail. Add project référence, stream chemistry, ok. Voilà, hop. Et en fait, ce que je comprends pas, c'est que par contre... J'ai pas compris leur programme. J'ai pas compris comment il marche leur truc. Alors attendez. Normalement il y a pas moyen de... Il a pas un autofill pour le main Ah attendez, vous savez quoi? On va faire de toute façon. Hop. Hop, on va l'appeler. Hop, alors attendez, hop, je fais 2-3 petits trucs. Normalement, c'est ça. Et je comprends pas pourquoi. J'ai pas compris. En fait, je comprends pas comment ce truc il fonctionne. On va l'appeler... Ok. Normalement, il est pas censé pouvoir me le faire celui-là. Voilà, hop, et on va copier-coller ça. Hop. Oui, non, c'est vrai, parce que c'est censé être un... Hop. Hop. Donc là, c'est tac, tac. Tac, tac, tac. Voilà. Celle-là, on va la rename du coup en... Voilà. Ça, normalement, je peux le supprimer. Oui. Hop. Ah, attendez, normalement, celui-là, je dois pouvoir... Voilà, c'est de start-up. Voilà. Et donc là, normalement, celui-là, tout est censé être bon. Voilà. C'est ce que je voulais vous montrer. Du coup, on a notre petit test qui existe. Donc, l'idée... Alors, je me suis inspiré de tout ce qui était les sciences, technologie et compagnie,
pense que vous avez compris que je me suis inspiré de la chimie, plus particulièrement, pour créer Chemistry. En gros, l'idée c'est, vous allez faire donc un laboratoire. Donc après c'est spécifique au langage C#. Donc pour vous oversimplifier comment fonctionne le C#, parce que l'idée ça va être aussi de vulgariser énormément comment ça fonctionne. Il faudra pas hésiter à venir pour poser vos questions pour que je vous explique en live. En gros, un namespace, c'est une pièce, si vous voulez. En gros, faut imaginer que votre code, c'est une gigantesque... Enfin, c'est un étage gigantesque. D'accord? Ça, c'est votre code. Votre point d'entrée, c'est la porte. La porte, elle a un nom. Elle s'appelle main. D'accord? Donc ça, elle est définie de cette manière-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la signature de la fonction. Je vais en parler un peu plus après. Donc, il faut imaginer qu'après, à l'intérieur de ce bâtiment, il y a des pièces. Il y a des gigantesques couloirs qui n'appartiennent à aucune pièce, mais il y a des pièces dans lesquelles il peut y avoir d'autres couloirs qui mènent à d'autres pièces, etc., etc. Une pièce, c'est ce qu'on appelle un namespace. D'accord? Donc là, c'est par exemple Stream Chemistry Test. Donc en fait, là, on a une grande pièce qui s'appelle Stream Chemistry Test. Donc là, pour être précis, cette grande pièce, c'est carrément notre bâtiment en lui-même. Il s'appelle Stream Chemistry Test. Ok? Donc c'est-à-dire que tout ce qui se trouve à l'intérieur, ça appartient à cette boîte-là. Donc c'est-à-dire que par exemple, si jamais je crée une autre boîte qui s'appelle boîte 1, et ben en fait, je peux créer à l'intérieur des cartons qui portent les mêmes informations. Parce qu'en fait, à l'intérieur, on a ce qu'on appelle des classes. Une classe, c'est un carton qui contient plein de choses. Et en fait, c'est ça qui représente un objet. En fait, un objet, par exemple, un animal, c'est considéré comme étant un objet en programmation. Parce qu'en fait, tous les animaux, ils ont des comportements similaires. Donc on va créer une boîte animale qui va définir à quoi ressemble l'animal, qui va donner son nom, son poids, s'il est poilu, à plume ou à écaille, qui est juste une petite information qu'on a, etc., etc. Donc en gros, toutes les informations qui peuvent désigner un animal, on peut les mettre dans une boîte animale. Sauf que par exemple, un chien, c'est un animal aussi. Mais c'est un animal qui a des fonctionnalités en plus. Il peut aboyer, il peut jouer, il peut faire plein de trucs. Donc du coup en fait notre boîte elle va être apparentée à la boîte animale. C'est ce qu'on appelle de l'héritage. En gros elle va hériter de la boîte animale. C'est à dire qu'en fait elle va avoir tout d'un animal plus que nous on va ajouter dans notre boîte. Ça c'est un truc qu'on retrouve aussi justement dans Streamglass avec la notion de parenté. Un profil qui a un parent, en fait il a accès aux informations du parent. Donc par exemple si jamais le parent il définit une catégorie de stream et que moi je définis le titre, en fait je vais avoir le titre de l'enfant et le parent, et la catégorie du parent. Donc par exemple pour les lives escalade, j'ai deux profils d'escalade, un pour Arcos, un pour Climb Up. Ils ont chacun un titre différent, par contre ils ne spécifient pas de catégorie de live, parce qu'en fait c'est le parent live escalade qui lui dit que c'est un live escalade, c'est fitness et santé, santé et bien-être. C'est lui qui le définit. Voilà. Mais donc, du coup voilà, donc ça c'est le principe des classes. Et à l'intérieur des classes, on a des fonctions. Une fonction c'est juste un comportement. On peut avoir des variables qui sont des informations. Par exemple l'âge c'est juste une valeur numérique. C'est pas un comportement, c'est une valeur numérique. Par contre aboyer c'est un comportement. Ça va faire quelque chose. Donc du coup l'âge c'est une variable. Aboyer c'est une fonction. Jusque là ça va. Donc maintenant, comment on définit une fonction? Donc ça, c'est les fameuses signatures. Je vais en parler parce qu'en fait, il y a un petit truc ici qui est le petit mot public qu'on retrouve aussi ici. Ça, c'est ce qu'on appelle la visibilité. En gros, en C#, on a plusieurs visibilités. On a public. Ça veut dire que n'importe qui peut utiliser votre boîte. Privé, ça veut dire que personne ne peut utiliser votre boîte. Alors, en vrai... oui et non. C'est-à-dire que, par exemple, je peux avoir une classe comme ça et je peux lui définir à l'intérieur une classe privée. Voilà. Ça doit dire pour changer d'environnement bureau. Parce que 1 gnome consomme trop et 2 le timing de game tout est trop. Voilà, donc là j'ai déclaré une classe privée qui s'appelle test private. En fait, test private, en dehors de la boîte test main est inaccessible. Personne n'y a accès. Par contre, à l'intérieur de la boîte test main, on y a accès. C'est-à-dire que par exemple, dans mon main, je peux créer cette classe.
ce qui est très pratique. Ensuite, on a la notion de protected. Ça, c'est avec le fameux héritage. C'est-à-dire qu'en fait, protected, la fonction elle est privée pour quiconque en dehors de la boîte, sauf les enfants de cette boîte. Les enfants de cette boîte ont accès à tout ce qui est protégé. Voilà. Donc par exemple, si jamais j'ai un namespace qu'on va appeler, je sais pas, Earth, enfin on va faire un namespace Terre dans lequel je vais déclarer un animal. Un animal, il est sur Terre. Après, je vais créer un namespace qui va s'appeler Zoo. Donc là, j'ai deux namespaces différents, j'ai deux salles différentes. Donc c'est-à-dire que tout ce qui est privé dans Terre est inaccessible dans Zoo. D'accord? Donc forcément, mon animal, vu que je veux pouvoir l'utiliser à l'extérieur, il doit être public, parce que je veux pouvoir l'utiliser dans l'espace Zoo. D'accord? Donc ça, comme ça, c'est à peu près clair. Donc dans mon zoo, bah, je vais par exemple faire un lion. Un lion, c'est un animal, donc le lion, il hérite d'animal. Et donc si dans animal, j'ai défini des comportements qui étaient protected, et ben en fait le lion peut utiliser ces comportements de l'animal. Mais par contre, si jamais, et ça c'est l'avantage de l'héritage, c'est que bah en fait moi je peux stocker du coup des animaux, peu importe ce que c'est des animaux pour moi. Donc j'ai une liste avec que des animaux, et dedans je peux mettre un lion, un chien, un chat, une girafe, parce qu'en fait dans tous les cas ils héritent d'animal, donc je peux les convertir en animaux très facilement. Dans l'autre sens, c'est une autre histoire. Convertir un animal vers un lion, c'est pas forcément vrai à chaque fois, parce qu'en fait l'animal peut être un chien, donc je peux pas forcément le convertir. Mais un chien est forcément un animal, parce que par héritage il est d'un animal. Et du coup, bah ça me permet d'avoir accès à ces fonctions protected. Et en fait, ces fonctions protected, elles sont là et elles sont intéressantes pour ça. Ensuite, on a la notion de internal. Internal, c'est privé, mais que pour l'extérieur du package, que pour l'extérieur de l'espace. C'est-à-dire qu'en gros, si par exemple je crée une classe internal dans ma Terre, bah en fait, tous ceux qui sont dans Terre, ils la considéreront comme publique. Par contre, dans mon zoo, elle n'existe pas, elle n'est pas accessible. Donc voilà, ça c'est les différentes visibilités. Donc là c'est ce qu'on définit en disant qu'elle est publique. Ensuite, la notion de statique. Parce que les boîtes, en fait, ces boîtes-là, elles sont ce qu'on appelle instanciables. C'est-à-dire qu'en fait, une boîte en elle-même, ce que moi je définis là, c'est pas vraiment une boîte, c'est le patron de ma boîte. C'est je définis comment on fait cette boîte. Et donc après, je vais créer une instance de cette boîte. Donc là par exemple, on a l'exemple du laboratoire. Le laboratoire, j'ai défini à quoi ça ressemblait. Et donc en faisant new, je vais créer une instance de laboratoire qui s'appelle laboratory. Et donc là je peux accéder à toutes ces fonctions. C'est-à-dire que si elles ne sont pas déclarées statiques, je ne peux pas les utiliser. Par contre, si elles sont déclarées statiques, j'ai pas besoin de créer une instance de laboratoire pour les utiliser. C'est-à-dire que là par exemple, si jamais on va donner un exemple tout con. J'ai pris l'explication en cours de route, je le conseille pas. Je vais donner l'exemple par exemple de faire public statique wololo. Hop, c'est statique, on va la mettre void. Hop, hop, je vais faire simple, vous allez voir. Hop, voilà. Voilà là. Et elle sera pas statique. Donc là, exemple. Si jamais je veux appeler wololo, comme elle est déclarée statique, je peux dire, j'appelle la fonction wololo d'un test private. Parce que c'est une fonction qui est statique. Par contre, vous allez voir, si jamais je fais test private.walala, il me l'affiche en rouge. Il me dit ça tu peux pas. Et on me dit t'as besoin d'une référence sur un objet. Donc c'est à dire qu'en fait si je veux pouvoir l'utiliser, je vais devoir faire test private, on va l'appeler instance, égale new test private. Et là par contre, je peux faire instance.walala. Parce que là cette fois-ci j'ai une instance.
En gros, dites-vous que tout ce qui est statique, c'est général. C'est-à-dire c'est la même chose pour toutes les tests private. Alors que par contre, ce qui est dans une instance, c'est spécifique à cette instance. Donc par exemple, si jamais j'instancie 3 animaux et que j'ai une fonction qui s'appelle vieillir, bah en fait si j'appelle 3 fois vieillir sur la première, 2 fois sur la deuxième et 1 fois sur la troisième, bah en fait le premier animal, si je regarde son âge, il aura 3 ans de plus. Le deuxième animal, si je regarde son âge, il aura 2 ans de plus. Et le premier animal, si je regarde son âge, il aura 1 an de plus. Parce que c'est spécifique à chaque instance. Si par contre tout ça avait été fait de manière statique, que j'avais fait plus 3, plus 2, plus 1, bah en fait j'aurais regardé les 3 instances, elles auraient toutes les 3 eu 6 ans de plus. Parce que comme j'ai dit, ça s'applique sur tout le monde. Voilà. Donc ça c'est le principe. Hop. Et d'ailleurs, fun fact, vous pouvez normalement appeler Wololo, mais en C# il te dit que non. Il te dit non, non, tu ne peux pas l'utiliser depuis une instance, vu que c'est statique, donc il faut que tu l'appelles de cette manière-là. Du coup, on revient sur la suite. Et ensuite, le troisième paramètre, parce qu'en fait votre fonction, elle peut calculer des choses et avoir un résultat. Donc ça c'est le résultat. Quand c'est void, ça veut dire que j'ai pas de résultat. Quand c'est int, c'est pour integer, nombre entier, donc c'est un nombre entier. Si jamais ça me renvoie une string c'est, donc c'est pas un string, voilà, c'est ce genre de choses. Ça c'est une string, c'est une chaîne de caractères en fait, c'est juste un ensemble de caractères. Un caractère c'est un char. Parce que bah, c'est l'acronyme de, enfin c'est le raccourci de caractère, char. Voilà, c'est tout con. Et après il y a d'autres valeurs qui existent. Mais on peut par exemple, bah, pas seulement renvoyer un nombre entier, on peut par exemple renvoyer, on peut faire une fonction, walala, qui renvoie par exemple un laboratoire. On peut dire, bah, cette fonction là, elle me renvoie une boîte de type laboratoire. Alors ça peut être casse-pied, mais en même temps ça peut être très puissant. C'est pour ça que c'est bien d'en parler un petit peu, c'est pour ça que je vais en parler un petit peu. Et donc voilà. Et donc, la suite, à contraire de tout ce qui est CLI, j'aime beaucoup. Le CLI c'est quoi déjà? Ça me dit un truc ça. CLI. Ah, les command line, oui. Voilà, command line interface, CLI. Oui, je sais ce que c'est, hein, juste l'acronyme, je le vois passer mais j'y prête pas attention. Mais en gros c'est tout ce qui est les commandes. En gros c'est taper des commandes. C'est de la programmation aussi d'une certaine manière. Faut le penser comme ça parce qu'on peut créer des scripts de programmation avec des lignes de commande. Donc c'est de la programmation. Mais donc du coup, à partir de là, bah, on peut définir des comportements. Donc ça c'est les paramètres que ça prend. Donc quand il y a des crochets comme ça, c'est-à-dire que c'est un tableau. Quand il n'y en a pas, bah, c'est que c'est pas un tableau. Et ensuite il y a un autre petit détail, je pense que je peux le montrer... Est-ce que je peux le montrer quelque part? Voilà, ce genre de truc là. Ce petit truc très très chelou là. En gros, ça c'est ce qu'on appelle des génériques, ou des templates pour ceux qui font du C++. En gros, par exemple, exemple tout bête, une liste. Une liste, bah c'est toujours une liste. C'est un truc où on peut ajouter ou retirer des éléments. On peut les trier. On peut rechercher dedans. On peut accéder à l'élément 8 de cette liste. Une liste, c'est une liste quoi. C'est juste que on peut mettre dans cette liste des nombres entiers. On peut mettre dans cette liste, bah là par exemple des atomes. On peut mettre dans cette liste des strings. On peut mettre dans cette liste n'importe quoi en fait, des animaux comme je disais tout à l'heure. Mais le comportement de la liste c'est toujours la même chose, peu importe ce qu'on met dedans. Donc on va créer ce qu'on appelle des listes génériques. Et donc les génériques ça se définit comme ça, c'est-à-dire qu'on a créé une liste avec ce truc là. Et donc nous, quand on va créer une liste, on va dire liste avec les petits chevrons et le type qu'on veut dedans. Et ce qui fait que lui, partout où il y a un T, il sait que c'est ce type là. Donc dans notre exemple, est-ce que j'ai un exemple où je l'utilise? Voilà, new molecule string. Voilà. Donc en gros, new molecule est générique. Et là je lui dis que je veux que ce soit une molécule. Donc, et là c'est le type qu'on attend de retour de... En fait il faut imaginer que la molécule c'est une fonction. D'accord? Une fonction qui va renvoyer quelque chose. D'ailleurs je suis en train de me dire que ça je l'utilise pas, je peux le déclarer comme ça.
Donc je lui dis voilà le type que j'attends en retour de ma molécule. Quand je vais l'exécuter, je vois là le résultat que j'attends. C'est une string. Donc une chaîne de caractères. Et donc ça en fait, vu que c'est générique, je le déclare comme ça. Donc comme ça en fait je peux faire une new molécule en dessous, qu'on peut appeler molécule 2 par exemple. Sauf que c'est pas une string, c'est un int. Et donc là, elle est configurée pour travailler avec, enfin pour qu'à la fin le retour, ce qu'on récupère ici, ce soit un int. Même si là pour le coup, on est obligé de le retempléter. J'en parlerai des génériques tout ça. Mais du coup, ça c'est la notion de générique. C'est important parce qu'on les utilise un petit peu partout. Mais maintenant on va pouvoir rentrer un petit peu plus dans le cœur du sujet, je vais rentrer un peu plus dans le détail de qu'est-ce qu'on fait, quand est-ce qu'on fait que ça. Donc du coup, la base de ce langage de scripting, c'est le laboratoire. En gros, il faut imaginer, donc là on va reprendre notre image. Où est-ce qu'elle est mon image? D'ailleurs j'y pense, mais ça peut-être que je le ferme. Où est-ce qu'elle est l'image? Je l'ai perdue, faut que j'aille la réouvrir. Comme je l'ai dit, tout ça c'est inspiré de notre ami la chimie. Donc en gros, chacun de ces blocs, c'est un atome. Ça c'est un lien, enfin c'est une liaison. Vous savez, les liaisons covalentes, tout ça, tout ça. Donc c'est une liaison. Donc on a des liaisons entrée-sortie et on a des liaisons d'exécution. Ça c'est les liaisons d'exécution et ça c'est des liaisons entrée-sortie. C'est deux types de liaisons possibles. Mais ça c'est entre des atomes. Donc en gros c'est des atomes qui sont reliés entre eux, donc ça forme une molécule. Voilà, imagine ça comme ça. Sauf que bah un atome, un if, c'est toujours un if, c'est une condition. C'est s'il se passe ça, tu fais ça, sinon tu fais ça. C'est simple. Donc c'est toujours la même chose. Donc elle a un noyau qui est toujours le même. C'est toujours le même noyau d'atome. C'est toujours un atome d'hélium. C'est toujours un atome d'oxygène. Donc le noyau sera toujours le même. Exemple de commande que je manipule beaucoup en ce moment, sudo emerge ask mon paquet. Commande qui permet d'installer le logiciel sur Gentoo. Bah voilà. Mais donc du coup voilà, donc ça a toujours des noyaux. Donc en fait on a un noyau qui est défini quelque part. On définit voilà à quoi ressemblent nos noyaux. Quand on va créer des atomes, on va prendre le noyau, on va générer un atome autour de ce noyau. Ensuite, on va pouvoir créer des liens avec les différents atomes pour créer notre molécule. Et ensuite, on va exécuter notre molécule. Sachant que chaque atome peut contenir une réaction, donc un comportement, ce qu'on appelle un behavior. Donc en gros, ça tient un comportement, ça dit voilà ce que je fais. C'est-à-dire que bah, lui, il sait quand il s'exécute, voilà ce qu'il a comme information. Voilà les informations qu'il peut sortir, parce qu'il peut créer des informations, appeler des sorties spécifiques. Mais dans tous les cas, bah en fait il y a un comportement derrière qui est en code. Il y a un truc que moi j'ai codé derrière. Hop. Donc on va refaire un petit F11. Et donc du coup, bah tout ça c'est ça, c'est les fameux nucléus. Nucléus c'est les noyaux en anglais. Donc je crée 3 types de nucléus dans mon laboratoire qui vont du coup on va pouvoir créer autant d'atomes qu'on veut de ces types là. Donc on a la base entry, donc c'est l'entrée qui est là. On a le equals, donc c'est le truc qui est ici. On a le if, c'est le truc qui est ici. Mais ça il me semble que je les avais mis par défaut dans mes labos d'ailleurs. Attendez, je vérifie. Oui si, c'est mis par défaut dans le labo. Donc ça j'ai plus besoin de le faire en fait. Donc ça voilà. Donc lui il a ça et en plus il connaît ça et ça. C'est-à-dire que par défaut il sait créer un retour et il sait créer une valeur. Donc il a ces nucléus là. Ensuite je lui dis bah voilà, je veux créer une molécule. Donc c'est ce truc là, entier, qui renvoie une chaîne de caractères. Pour les non-connaisseurs, sudo est l'acronyme de super user do. Ouais voilà. Et la commande qui donne les droits d'administrateur à un utilisateur lambda. Ça nécessite le mot de passe tout ça, mais c'est ce qui permet de taper des commandes qui permettent de casser la machine si on veut. Mais bon, et donc du coup je crée une molécule qui va me renvoyer une chaîne de caractères. Là c'est bien le cas, puisque les deux retours que j'ai, ils renvoient une chaîne de caractères. Alors c'est sûr qu'il faut que vos retours soient toujours les mêmes. Ça, ce sera une limitation du logiciel, ça vous imposera de devoir avoir des retours qui soient toujours des retours de chaîne de caractères. Ensuite, je vais créer mon point d'entrée. Donc je lui dis, je veux créer un nouvel atome de type entry. C'est ce truc là. Et donc lui, il va créer un atome qui correspond. Je vais vous montrer après comment ça fonctionne. Ensuite, je crée un atome de type if. Donc ça, normalement, à la limite, hein, je peux même, si vous voulez, faire ça. En gros, le petit point d'interrogation à côté du type, ce truc là,
Ça c'est juste pour dire que ça peut être nul. Nul c'est le vide, ça veut dire qu'il n'y a rien. Donc là, vous voyez, je checkais, bah, est-ce que c'est nul? Si c'est nul, bah, je renvoie 1, il y a eu une erreur, je m'arrête. En vrai, je peux m'arrêter. En fait, en mettant le point d'exclamation, parce que new atom renvoie un atome point d'interrogation. Donc un atome qui peut être potentiellement nul. Et en fait, en mettant le point d'exclamation, je lui dis, en fait, non, il n'est pas nul. Je sais qu'il ne l'est pas. Point. Tu l'utilises en tant que non nul. Et c'est ça que je peux utiliser en tant que non nul. Sachant que ce point d'exclamation, s'il reçoit nul, il va cracher. Il va planter, en fait le programme va planter s'il tombe dessus. Parce que c'est un nul qu'on essaye de dire il est non nul, c'est pas possible. Rien, quand on dit que c'est pas rien, bah ça reste rien, donc il y a un problème. Vous voyez? Du coup voilà, donc je crée une entrée, je crée une condition si, je crée un égal égal, vous savez l'outil de comparaison que j'ai fait là. Ensuite je lui dis bah ok, je vais créer un atome de valeur, donc là c'est pas new atom qui est appelé, c'est new value atom, qui contient 42. Je vais faire un new atom qui contient la valeur 69. J'ai ensuite bah, les atomes, enfin les valeurs atomes qui sont là. Donc j'ai un atome de valeur hello, un atome de valeur world. Ensuite on voit bien que j'ai deux retours, j'en ai un qui est appelé si c'est true, un qui est appelé si c'est false. Donc je crée un return true et un return false. Et ensuite je vais faire les liens. Donc le premier lien que je dois faire, c'est entry, il doit dans son lien d'exécution, donc je vais créer les liens d'exécution. Donc dans son lien d'exécution de base, il appelle if. Et if, dans son lien d'exécution true, il appelle le return qui renvoie hello, donc return true. Et dans son lien d'exécution false, il envoie le return qui renvoie world, donc le return false. Donc si on regarde, c'est les fameux return ici. Donc du coup, mon entry, je lis if condition à sa sortie normale, qui est donc du coup une chaîne vide. C'est pour ça qu'on a juste... En fait quand on met des petites guillemets comme ça, c'est pour désigner une chaîne de caractères. Donc là si j'ai guillemets, guillemets, c'est-à-dire que c'est une chaîne de caractères qui est vide, il n'y a rien dedans. Mais ça c'est parce que tout simplement le point d'entrée, le base entry, lui il va appeler cette exécution là. Il va dire j'appelle, c'est en gros tous les liens d'exécution, ils ont un nom, qui est une chaîne de caractères. Bah lui, sa chaîne de caractères de lien d'exécution, c'est vide, il n'y a rien. Donc c'est ça qu'il va appeler. Et ensuite, pour la if condition, on va bind à true, return true, et à false, return false. Donc là, on a créé en fait les liens qui sont ici. Ensuite, bah, on a besoin de lier les valeurs entre elles. Donc, on va faire un lien de la value, parce qu'en gros, lui, en gros, il faut imaginer que chacun de ces briques, elle a donc des liens d'exécution, elle en a un seul, elle a une seule entrée. Par contre, elle peut avoir plusieurs sorties, ici. Et ensuite, elle a plusieurs inputs et plusieurs outputs. Donc un if, par exemple, n'en a pas, il a 0 output. Par contre, il a une input qui est condition. Et condition, elle a un type, c'est-à-dire que tout ça, c'est typé. Et on me dit, apprends à coder avec Chaperon, exactement. Et en fait, ce type-là, c'est ce qu'on appelle un booléen. Un booléen, c'est 0 ou 1. C'est tout. Et en fait, on peut les résumer à c'est true ou false. Les fameux true et false qu'on retrouve ici. En fait, ça, c'est des valeurs booléennes. Si jamais vous entendez un jour parler de mathématiques booléennes, etc., c'est ça. Donc c'est un bool, un gros bool, titre. Et il s'avère que mon égal égal, il a une output, une sortie, qui s'appelle value, qui est de type booléenne. Donc je peux les lier entre elles. Puisque je peux lier une sortie à une entrée. Une entrée ne peut avoir qu'un seul lien. Par contre, une sortie peut être liée à plusieurs entrées. C'est-à-dire que là, je pourrais très bien lier value à le red qui est ici. À la value dessus là. Genre si jamais ça returnait un booléen, bah, je pourrais la mettre directement ici. Et je pourrais du coup mettre les deux exécutions qui pointent vers la même chose. Ça marcherait. Et la valeur booléenne qui ressortirait, en fait, ce serait le résultat de ma condition. Bon, du coup, ça sert à rien à ce niveau-là. Autant faire entry directement vers return et mettre la value. Pas besoin de passer par un if pour faire ça. C'est ça qui fait avec l'informatique. L'automatisme, c'est qu'on parle de Q, de bits, de boules, etc. Ah oui, non, mais il y a beaucoup de vannes à faire là-dessus. En plus, on va pas se mentir que la programmation est majoritairement exercée par des hommes. Et les vannes sur les Q, les bits, tout ça, c'est fréquent. C'est très fréquent. Ah, après, je tiens à préciser aussi que les femmes aussi en font beaucoup. Dans le monde de l'informatique, c'est très régulier ce genre de vannes. Mais du coup, donc là on a fait nos liens d'exécution.
Donc on a lié à la sortie vide de entry le if, on a lié à la sortie true de if le return de true, et on a lié à la sortie false de if le return false. Donc ça c'est ce qu'on a fait ici. Maintenant on va lier ensemble les points. Donc je sais que lui il a l'entrée A et l'entrée B, parce qu'il compare deux éléments, donc il me faut une entrée A, une entrée B. Une queue c'est pas forcément une sortie, c'est une pile entre guillemets. C'est une queue en fait, on appelle ça une... Enfin, on l'écrit pas Q, hein, ça s'écrit Q... Q-U-E-U-E. Mais c'est pas une sortie en fait, une queue. C'est... En gros... Alors attends, comment expliquer ça? C'est en gros, c'est un... C'est une liste où en fait, le dernier arrivé sera le dernier à sortir. Donc c'est quoi, on range les éléments et on les sort toujours dans l'ordre dans lequel ils sont arrivés. Après je sais pas au niveau de l'automatisme ce que c'est que le queue, mais nous c'est comme ça que c'est ça la queue en fait. Je vais boire un petit peu d'eau parce que je commence à avoir un petit peu mal à la gorge. Ah ok, je savais pas. Je découvre. Mais donc du coup, donc j'ai une, en fait tout ce qui est les value atomes, elles ont pas d'entrée d'exécution, elles sont pas considérées comme à exécuter, elles ont pas d'entrée d'exécution, mais elles ont une output qui s'appelle value, qui va tout simplement renvoyer la valeur qu'on leur a stipulée. C'est très facile ça là-dessus. Donc du coup, je crée un lien entre le value de ma note value A avec donc mon condition évaluateur, donc mon égal sur son entrée A. Voilà. Je fais la même chose avec value B sur la B du coup. Et ensuite je vais brancher sa value à lui sur la condition du if. Donc je bande value sur le condition. Et ensuite je vais faire les liens qui vont ici. Donc là j'ai créé tous les liens de valeur. Ensuite, je vais définir mon point d'entrée. Je lis en français. Ok. Bound, c'est lié. Si mon anglais est pas trop pourri. Alors, oui et non. En fait, bond, c'est un lien. Et bound, c'est lié. Mais, comme c'est le langage de la chimie qui est appliqué, c'est bond la liaison. Salut Maxo, en fait je suis en train de... Je vais faire du code. En gros je suis en train de présenter ce que j'ai présenté Streamglass. Et je suis en train de présenter un truc, en fait un petit outil que je suis en train de développer qui est en dehors de Streamglass, mais qui va servir dans Streamglass et qui va être utilisé dans plein d'autres trucs. Donc je vais coder, je vais présenter ça. Enfin déjà je commence par présenter ça. Ça va faire un gros truc pour YouTube où ils vont avoir toute l'explication de ça. Et ensuite on pourra le faire en live. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que ça permettra de faire du code en live. Parce que c'est du code qui est ultra intéressant et que j'ai envie de montrer. Et donc du coup voilà, donc je vais set mon entry point parce que du coup ma molécule, j'ai beau avoir créé 3 milliards d'atomes, c'est pas lequel est le premier atome. Donc là on lui stipule que le premier atome c'est le entry point qu'on a créé, donc c'est celui-là. Ensuite on valide notre atome, notre molécule. Donc là en gros ce qu'il va faire c'est qu'il va vérifier que tout est bon ici. C'est-à-dire qu'en gros il va vérifier que si jamais on utilise des sorties... Je vais le regarder sur YouTube du coup, passe un bon live. Merci du coup, de toute façon c'est bientôt fini, je pense on va pas s'arrêter sur ça. Mais en gros il va regarder tous les atomes dont on dit est sorti. Et s'il voit que c'est des atomes qui doivent être exécutés, donc en gros ils ont un point d'entrée d'exécution, il s'assure qu'ils ont bien une entrée d'exécution, c'est-à-dire qu'ils sont bien appelés. Parce que sinon on ne peut pas utiliser leur output. Il s'assure qu'il n'y ait pas aussi de cyclisation. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Que par exemple, voilà, le if... qu'est-ce qu'on pourrait... Ah ouais non, j'ai pas d'exemple là. Mais en gros, imaginons que j'ai, par exemple, un atome qui prend en paramètre un nombre entier, qui renvoie un autre nombre entier. Si jamais je lis les deux, il va le savoir. Et il va te dire, attention, ça c'est pas bon. T'as un atome qui est lié sur lui-même. Parce que du coup, en fait, quand il va vouloir calculer l'input de l'atome,
en fait il va devoir calculer l'atome. Donc il va calculer no input, donc en fait il va juste cycliser sans jamais sortir de valeur. On va trouver un remplaçant en live form. Je pense pas, mais c'est un truc qui pourrait arriver d'avoir des lives de programmation, c'est un truc qui me ferait plaisir de faire. Mais donc du coup voilà. Donc il vérifie ça. Et il vérifie aussi que toutes vos entrées sont bien branchées à quelque chose. Parce que potentiellement vous pouvez la brancher à rien. Donc lui il va vérifier que lui il est bien branché à quelque chose, que lui ses entrées sont bien branchées à quelque chose, etc. etc. Donc là il check en fait toute votre molécule pour s'assurer qu'elle est bien formatée, qu'il n'y a pas de souci. Et qu'elle pourra s'exécuter sans problème. Et ensuite, bah maintenant, il va pouvoir l'exécuter. Maintenant je vais vous expliquer comment l'exécution fonctionne. Que vous compreniez en fait la logique qui se passe derrière. Accessoirement le piège là-dedans c'est des boucles infinies. Oui voilà c'est ça en fait, c'est pour éviter des boucles infinies. Parce qu'un système de boucles, il y en aura un. Ça existera. Mais pour l'instant, on va faire sans les boucles. Parce que j'ai encore pas mal de réflexions à avoir autour de ces boucles sur comment on peut les utiliser. Mais on en parlera. Donc, comment ça fonctionne l'exécution? Donc lui il va prendre le premier atome et il va l'exécuter. Donc ce premier atome, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder s'il a des entrées. Il a pas d'entrée. Bon, ça tombe bien. Il va regarder s'il a des sorties. Enfin, ça va pas le regarder parce qu'en fait il va les remplir. Mais une fois qu'il a fini de s'exécuter, il va dire voilà le point d'exécution suivant. Donc lui, entry, son point d'exécution suivant, ce sera toujours une chaîne de caractères vide. Donc du coup, à ce moment-là, on va regarder quel est l'atome, parce qu'il y a forcément un atome qui est branché derrière. Vu qu'on a validé. Donc je vais aller regarder l'atome qu'il y a derrière et je vais l'exécuter. Parce que bah voilà, l'ordre d'exécution veut qu'on l'appelle. Donc je l'exécute. Une fois que je l'exécute, je vais checker donc toutes ces entrées. Lui il a une entrée qui est condition. Je regarde, est-ce que j'ai une valeur à condition? C'est-à-dire, est-ce qu'elle aurait pas déjà été calculée en amont? Non, j'ai pas de valeur, parce que pour l'instant il s'est rien passé. Donc, je vais remonter mon lien pour aller chercher l'atome qui est censé me calculer cette valeur. Et je vais lui demander de s'exécuter. Donc là, je suis passé là-dedans, je descends là. Lui, il regarde ses entrées, A et B. Il regarde A, pareil, A, il descend, il exécute celui-là. Donc celui-ci, hop, il met 42 dans value. Donc je récupère A. A, je l'ai, c'est bon. Je passe à B, pareil, j'ai pas de valeur, je descends, il s'exécute, il met 69 dans value, donc ça remonte dans B. Donc là maintenant j'ai 42 et 69. Donc je vais faire ma logique qui me dit, ok, je compare les deux, et le résultat de la comparaison entre les deux, je le mets dans value. Donc ça me donne une valeur ici. Ensuite, le petit if, lui il va regarder le résultat de la condition. Et en fonction du résultat, il va dire quel est le point suivant. Si la condition est vraie, il dit que le point d'exécution suivant c'est vrai. Si le point d'exécution est faux, il dit que le point d'exécution suivant c'est faux. Aussi simplement que ça. Et donc du coup, si c'est vrai, donc là dans notre cas c'est faux, donc hop, il va rentrer dans faux. Il va dire du coup à return de s'exécuter. Return, il va regarder ses inputs. Il voit qu'il a value. Value, il a pas de valeur. Donc il demande à lui de s'exécuter. Donc lui, il va définir que maintenant c'est la phrase. Enfin, du coup, c'est pas une phrase, c'est un mot pour être précis. World. Et il le met dans value. Et la molécule s'arrête de s'exécuter parce qu'elle arrive au bout. Et donc moi, je vais pouvoir récupérer le résultat. Et en fait, la récupération du résultat, la molécule, elle parcourt tous les atomes de retour. Et elle va regarder laquelle a un résultat. Et dès qu'elle en trouve une avec un résultat, pouf, elle renvoie cette valeur. Donc là, elle va regarder celle-là. Elle n'a pas de valeur. Il n'a pas été... value n'a pas été mis parce que on n'a pas appelé ça. D'accord? Ah, attendez, hop. Faudra d'ailleurs que je fasse un autre petit truc pour ça. Parce que je pense qu'il peut y avoir des problèmes. Ouais, je pense qu'il peut y avoir des problèmes. Genre par exemple, si jamais je fais avec des chaînes de caractères, je pourrais brancher les deux. Ici. Et du coup, celle-ci, elle aurait une valeur qui serait celle-là. Et ça foutrait la merde. Donc il faut que je change un tout petit peu le système. Pour dire, c'est si jamais le retour a été appelé.
Donc ça va changer. Ça peut se changer assez facilement. Donc, ensuite, une fois qu'on a notre tour, et ben on regarde est-ce qu'on a un résultat et si oui, c'est lequel. Donc là, si on l'exécute, c'est ce truc là, hein, c'est littéralement ce morceau de code là. On est d'accord que si ça je l'exécute, je devrais voir s'afficher dans mon terminal, puisque c'est ce que je fais, c'est que j'affiche dans mon terminal avec console.writeline le mot que j'ai reçu. Donc là, on devrait voir s'afficher world. Boom, world. On voit que c'est world. Maintenant, on va changer. Au lieu de mettre les deux avec des valeurs différentes, on va mettre la même valeur. Donc là, c'est comme si j'avais 42, 42. Donc normalement, je devrais renvoyer hello. Vous voyez, j'ai juste changé ça. Hein. J'exécute. Boom, hello. Je sais pas si on voit bien. Voilà. On voit que c'est hello qui s'affiche. Donc ça veut bien dire qu'il a exécuté le bon code. Le bon vieux hello world, ouais, c'est la référence à hello world, c'est pour ça que je l'ai mis comme ça. À la limite, hein, on peut même le mettre comme ça. Voilà. Donc là, il devrait m'afficher hello world. Voilà. Et si par contre je remets 69, hop, et que je réexécute, il va m'afficher world hello. Il s'adapte en fait. Parce que mon script a été pensé comme ça. Maintenant, il faut que je vous montre tout ce qui se passe derrière. Mais ça, YouTube, vous avez donc toute la logique de ce qui se passe. Maintenant, pour voir le code, ce sera dans le prochain épisode. Je vais faire un deuxième épisode dédié avec purement du code. Et je vous invite, si vous voulez suivre ces lives et être au courant du développement de ce truc-là, à venir sur YouTube avant et à regarder les épisodes que vous avez ratés pour savoir où en est le projet. Donc sur ce YouTube, si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous, ça vous convient d'avoir ça? Et ma question aussi, c'est est-ce que vous voulez que ça reste sur cette chaîne ou est-ce que vous voulez que ça parte sur une autre chaîne? Il faut savoir que j'ai normalement une autre chaîne YouTube. Je vais vérifier, mais il me semble que j'ai une autre chaîne YouTube qui lui est dédiée normalement. Oui, j'ai une chaîne YouTube dédiée. Ah, attendez, d'ailleurs, il y a un souci avec son handle. Son handle, il est pas bon. Je sais pas du tout, est-ce qu'on peut les choisir? Et les advanced features. Ouais, bon, je m'en occuperai plus tard. Mais j'ai déjà une chaîne YouTube qui lui est dédiée, donc au pire, si jamais ça vous intéresse, que je vous montre ça dans une autre chaîne plutôt que de le mettre sur cette chaîne-là. Ça ce sera pour un prochain étant donné qu'il est passé entre... Non, je vais le faire ce soir. Je vais en parler sur du code. Parce que en vrai, on est le samedi. Demain, je peux dormir. Mais du coup, ouais, donc YouTube, n'hésitez pas, si vous voulez voir ça sur une autre chaîne, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ou si vous voulez voir sur cette chaîne, il n'y a pas de souci, il y aura une playlist dédiée pour ça. Ça sera avec les vidéos gaming et tout. N'hésitez pas, dites-moi ça dans les commentaires. Sur ce, on se retrouve dans les prochains lives. Si vous voulez voir ça en live, venez directement sur la chaîne Twitch. Ça restera sur cette chaîne Twitch, hein, ça bougera pas. N'hésitez pas aussi à venir sur Discord parce que potentiellement, je pense que eux, je les annoncerai aussi sur Discord. Ces lives là, comparé au live escalade, eux, je les annoncerai. Donc, à toi, merci à tous d'avoir suivi ce petit épisode. On se retrouve du coup dans le prochain si vous voulez voir le code en lui-même qui tourne derrière, tout le code. Donc vraiment, qu'est-ce qui fait que ça s'exécute comme ça, que ça se passe comme ça, et potentiellement un petit peu de code justement de moi qui fais des modifications pour corriger ça. Sur ce, on se retrouve du coup à la prochaine. Ciao, ciao YouTube.